Bonjour, je vais vous présenter une introduction sur la communauté de mammifères marins que l'on peut observer dans la Caraïbe. Ce travail a été réalisé par le docteur Gabriela Hernandez Mora, qui est responsable de l'unité microbiologique vétérinaire du Costa Rica. Alors cette présentation est organisée en 3 chapitres. La première, une petite introduction à la communauté de mammifères marins que l'on peut observer dans la grande région Caraïbe. Ensuite, nous verrons les menaces qui pèsent sur ces espèces dans la région. Et ensuite, nous parlerons de la conservation, des actions menées pour la conservation de ces espèces dans la région. Alors, 32 espèces de mammifères marins sont observées dans la grande région Caraïbe. Alors, on a parmi elles 7 espèces de cétacés à fanon, donc les mysticètes, avec la plus fréquemment observée qui est la baleine à bosse pendant sa période de reproduction. Ensuite, on a 24 espèces de cétacés à dents. Et dans ces espèces, les plus fréquemment observées dans la région sont le cachalot et plusieurs espèces de petits dauphins, comme le grand dauphin, le sténo et les petites espèces océaniques comme le dauphin tacheté pantropical, le dauphin tacheté de l'Atlantique, le dauphin à long bec, le péponocéphale ou encore le globicéphale. Et enfin, on a un sirénien, le lamantin des Caraïbes. Alors, parmi ces espèces, 3 sont endémiques. Le rorqual de Rice, qu'on observe exclusivement dans le golfe du Mexique. Le lamantin des Caraïbes, qu'on observe dans toute la grande région Caraïbe. Et le dauphin de Guyane, qu'on observe lui sur le continent, donc à peu près du Belize jusqu'au sud du Brésil. Parmi ces 32 espèces, 6 sont classées dans la liste rouge mondiale des espèces menacées. Donc on a 4 espèces de cétacés à fanon, la baleine bleue, le rorqual commun, le rorqual boréal et la baleine franche de l'Atlantique. Ensuite on a le grand cachalot et le lamantin des Caraïbes. En outre, 3 espèces sont classées comme menacées par certains pays des Caraïbes. Dans ces espèces, on a le rorqual de Rice, la baleine à bosse et le dauphin de Guyane. Alors, en plus de leur statut de conservation menacé, les mammifères marins ont aussi une importance particulière pour la Caraïbe. À la fois car leur rôle écologique en tant que grands prédateurs est important, mais aussi parce que ce sont des espèces emblématiques, donc qui vont avoir une importance culturelle. Et enfin, pour leur importance économique, puisque le whale watching est une ressource économique importante pour de nombreux territoires de la Caraïbe. Voyons maintenant les menaces qui pèsent sur les mammifères marins dans la région. Nous avons classé les menaces qui pèsent sur les mammifères marins dans la région en 7 catégories. Les interactions avec la pêche, la pollution, le whale watching, la captivité, les nuisances sonores et les collisions avec les navires et enfin le changement climatique. Alors voyons tout d'abord les interactions avec la pêche. La plupart des pays de la grande région Caraïbe ne possèdent ni l'expertise, ni les ressources ou la technologie nécessaires au suivi et à la gestion des captures accidentelles. Alors, les informations disponibles mettent en évidence qu'il y a des captures accidentelles qui ont été observées pour au moins ces espèces de mammifères marins et cela implique une grande variété d'engins de pêche, à la fois artisanaux et commerciaux, comme des palangres, des filets maillants, les chaluts, la seine et les casiers. Mais comme on n'a pas de chiffres sur les fréquences de capture et aussi très peu de chiffres sur l'abondance des populations qui sont impactées par ces captures, eh bien l'impact des captures sur les populations locales de mammifères marins à l'heure inconnue et à l'heure actuelle est inconnu.
Les interactions les plus rapportées entre la pêche et les mammifères marins sont les captures accidentelles dans les engins de pêche actifs et les enchevêtrements dans les engins de pêche passifs ou abandonnés ou perdus. Alors voici quelques chiffres, quelques exemples que nous avons à disposition. En Guyane, de 2014 à 2020, 26 dauphins de Guyane ont été retrouvés morts par le réseau échouage sur le littoral et présentent des traces de capture accidentelle, ce qui représente à peu près 60,5% des échouages. Dans la Jamaïque, il a été rapporté des captures de grands dauphins, de lamantins et de dauphins tachetés dans la pêche au filet maillant. Au Venezuela, ce sont les dauphins de Guyane et les grands dauphins qui sont capturés accidentellement dans les filets maillants. Et dans le lac Maracaibo, il a été estimé qu'approximativement 140 à 180 grands dauphins sont capturés par an et 3 à 5 lamantins. Le grand cachalot dans la Caraïbe, il a été estimé en 2015 qu'au moins 20 enchevêtrements de cette espèce auraient eu lieu. Alors la chasse aux mammifères marins existe aussi toujours dans la grande région Caraïbe. Au moins 3 pays présentent un niveau élevé de chasse aux petits cétacés: Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines et le Venezuela. Néanmoins, la chasse opportuniste ou la consommation de certaines espèces de petits cétacés persiste partout dans la région. La chasse à la baleine, elle, est pratiquée uniquement à Saint-Vincent, dans l'île de Béquia. Et elle, en tant que pêche historique et traditionnelle, elle rentre dans le cadre du régime de la Commission baleinière internationale qui fixe un quota de pêche de 4 baleines par an depuis 2013. La chasse aux petits cétacés est également pratiquée à Saint-Vincent et les Grenadines, à la fois pour la viande et le lard, mais uniquement à partir du village de Barouaille qui se situe sur la côte sous le vent. L'espèce cible était initialement le globicéphale, mais désormais d'autres espèces de dauphins sont chassées. Et les données collectées sur la pêche de 1949 à 2007 montrent une moyenne annuelle de 142 globicéphales capturés et 211 autres dauphins. En conclusion, les prises accidentelles constituent la menace qui semble la plus importante en termes d'interaction entre les mammifères marins et la pêche dans la région. Il y a, point positif, il y a de plus en plus de coopération positive de la part des organismes de pêche pour réduire cet impact. Mais le problème majeur, c'est que les plans d'action régionaux manquent de données sur lesquelles se baser pour pouvoir proposer des mesures efficaces. Donc une analyse et une évaluation exhaustive des captures accidentelles dans la région faciliterait la mise en place de mesures ciblées et de mesures de planification spatiale efficaces. Voyons maintenant les menaces liées à la pollution de l'eau. Nous avons tout d'abord le phénomène des radeaux de sargasses qui sont de plus en plus abondants dans la Caraïbe. Donc les sargasses, ce sont ces algues brunes qui forment de grands radeaux végétaux et qui depuis 2011 sont de plus en plus abondants et de plus en plus grands dans la Caraïbe et qui provoquent de nombreuses inquiétudes. Donc ces sargasses, elles ont un impact, de nombreux impacts sur la pêche. Elles empêchent les pêcheurs de venir pêcher dans certaines zones, sur les cours d'eau, sur le littoral, puisqu'elles viennent s'échouer sur les côtes, ce qui provoque des problèmes esthétiques, aussi de dégagement de gaz toxiques. Et puis bien sûr, elles ont un impact sur la faune, puisqu'elles elles empêchent les rayons du soleil de passer dans la colonne d'eau. Donc ce qui vient gêner les écosystèmes côtiers, comme les récifs coralliens ou les herbiers.
Elles empêchent aussi, par exemple, elles gênent la reproduction des tortues de mer qui ont des difficultés d'accès à certaines plages, ou aussi lorsque les petits émergent, ils ont des difficultés pour regagner la mer quand il y a des sargasses échoués le long de la côte. Voilà. Mais tous ces impacts demandent encore à être étudiés, puisque c'est un phénomène qui est assez récent. Nous avons aussi le phénomène de la prolifération d'algues toxiques en milieu côtier qui, comme les afflux de sargasses sont liés à un apport de plus en plus important de nutriments liés à l'agriculture dans les milieux côtiers. Donc ces proliférations d'algues, elles sont bien connues en Floride et elles provoquent régulièrement en fait des mortalités massives de lamentins des Caraïbes et de grands dauphins. Puisque les mammifères marins vont par inhalation ou par ingestion de nourriture être intoxiqués par ces algues. Alors ce phénomène en Caraïbes insulaires n'a encore jamais été constaté, mais il reste à surveiller parce qu'il pourrait très bien arriver dans des petites zones, dans des petites baies confinées. Le transport maritime est une activité très importante dans la région des Caraïbes et donc constitue une source importante de pollution, notamment via le rejet des eaux de ballast, le rejet des eaux noires, des eaux grises, les déchets solides aussi, le déversement non intentionnel bien entendu d'hydrocarbures et toutes les émissions atmosphériques des embarcations. Il y a aussi l'exposition aux produits chimiques et notamment aux hydrocarbures qui peuvent avoir un impact important sur la santé des cétacés, même si cela n'a pas été montré dans la région des Caraïbes. Parce qu'en effet, dans la région, 18% de la production mondiale de pétrole brut, on a 150 plateformes, 100 raffineries, 50 terminaux de navires-citernes. Et forcément, avec tout ça, de nombreux déversements accidentels majeurs ou mineurs d'hydrocarbures dans la région. On estime qu'il y en a à peu près 250 par an. Et puis, la Grande Caraïbe a vécu 3 des 10 déversements accidentels d'hydrocarbures les plus importants de l'histoire, y compris l'explosion de la plateforme Deepwater Horizon en 2010 dans le golfe du Mexique. On sait bien qu'à cause de leur position au sommet de la chaîne alimentaire, les cétacés à dents ont tendance à accumuler des charges de contaminants élevées. Par exemple, à Saint-Vincent, il a été mis en évidence des niveaux élevés de mercure et de sélénium dans plusieurs espèces de petits cétacés capturés et consommés. Alors ça, bien sûr, ça peut être nocif pour la santé humaine, mais aussi pour la santé des animaux, puisque cette exposition aux substances toxiques, elle peut induire un dysfonctionnement endocrinien, une immunotoxicité, ainsi que des déficiences de reproduction, de croissance, un mauvais état de santé, etc. Une autre source de pollution est celle des plastiques et des engins de pêche abandonnés ou perdus. Alors l'abondance de ces déchets dans la mer des Caraïbes n'est pas évaluée. On a très peu de chiffres sur la situation. On sait que on a une source potentiellement importante de pollution, mais sans chiffres encore pour l'instant. On sait que heureusement, 14 pays des Caraïbes ont interdit les sachets en plastique et la mousse en polystyrène expansé, donc ce qui devrait réduire ces déchets en mer. On sait que ces déchets ont des impacts sur les mammifères marins. On a observé des mortalités par ingestion, des mortalités par enchevêtrement. Mais voilà, là encore, les chiffres manquent. Et alors, il y a très peu d'informations sur l'impact des microplastiques ou sur la contamination des écosystèmes et de la faune par ces microplastiques ou par les toxiques, les polluants qu'ils contiennent. Voilà. On a quelques exemples de diffidés qui
qui échoué, qui avaient ingéré de fortes quantités de déchets plastiques en Caraïbes néerlandaises, voilà, mais pas beaucoup plus d'informations que ça. Le traitement de base des eaux usées reste un défi pour beaucoup de territoires de la Caraïbe. Alors ces eaux usées, elles amènent dans les eaux littorales et puis ensuite plus au large des pathogènes, des produits chimiques comme certains contaminants, mais aussi des nutriments qui peuvent être responsables de blooms d'algues toxiques, comme on l'a vu pour la Floride dans les diapositives précédentes. Ces eaux usées, elles apportent aussi des matières solides et notamment des plastiques dans le milieu marin. Et tout ça, ça a un impact que l'on connaît bien sur l'état de santé des écosystèmes littoraux comme les récifs coralliens, les herbiers et puis toute la faune associée. On connaît moins par contre l'impact sur les communautés de mammifères marins, mais alors ça n'a pas été observé dans la Caraïbe, mais dans certains endroits du monde, on a fait le lien entre la pollution des eaux côtières et les maladies de peau qui apparaissent chez certains cétacés qui vivent dans le milieu côtier. Des efforts significatifs ont été faits dans la région pour limiter les pollutions venant du milieu terrestre et du milieu marin. On a notamment, dans le cadre de la Convention de Carthagène, des plans d'action qui ont été rédigés pour lutter contre les déversements d'hydrocarbures et les sources terrestres de pollution qui arrivent dans le milieu marin. Mais on n'a aucun suivi de long terme de l'impact de ces pollutions sur le milieu marin et notamment encore moins sur les mammifères marins. Voyons maintenant le whale watching, donc qui est l'observation des mammifères marins dans leur milieu naturel, que ce soit les baleines, les dauphins ou même encore les siréniens. Le whale watching consiste le plus souvent en des excursions à bord d'une embarcation, qui peut aller de petits zodiacs à des navires de croisière, mais ça peut être aussi des excursions depuis l'air, avec des hélicoptères, des ULM, ou aussi tout simplement depuis la terre. Ou alors encore, ça peut être des excursions dans l'eau, mais l'objectif donc de toutes ces activités est d'aller observer et parfois même d'interagir avec les mammifères marins, ou alors aussi encore de les écouter. Et il est sous-entendu que cette activité est d'une nature lucrative et commerciale. Lorsque l'activité de whale watching est bien gérée, elle est bénéfique à la fois pour les mammifères marins, mais aussi les communautés locales, puisqu'elle va permettre de sensibiliser à la conservation des espèces. Elle va aussi appuyer la collecte de données qui peuvent être collectées par les opérateurs, et elle constitue une alternative intéressante à la chasse, puisque les bénéfices économiques sont beaucoup plus intéressants avec le whale watching que par la chasse. Et donc tout ça va contribuer aussi au développement socio-économique des communautés locales. Par contre, si l'activité est mal ou non gérée, alors ça va avoir un impact sur les animaux qui vont avoir un comportement modifié, qui vont avoir plus de stress. Tout ça, ça va avoir un impact sur leur état de santé et ça peut aussi provoquer le déplacement d'habitat des populations de cétacés trop fortement impactées. Donc tout ça, ça a une répercussion sur les communautés locales. Tout d'abord, si on a un déplacement des populations de mammifères marins, ça va être une perte économique pour les communautés qui avaient développé l'activité de whale watching. Et puis bien entendu, une activité aussi mal gérée, elle va donner lieu à des conflits entre les différents usagers de la mer. Au moins 21 pays et territoires de la grande région Caraïbe proposent des activités d'observation de mammifères marins, sous une forme ou sous une autre. Donc voilà, donc c'est vraiment une activité importante pour la région. C'est une source de revenus importante aussi. En Dominique, le tourisme baleinier génère approximativement 3 millions de dollars US de bénéfices nets actuels. En Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin,
c'est plus de 2 millions d'euros qui ont été générés par cette activité en 2015. Et c'est en République dominicaine qu'on a la plus grande industrie de whale watching en mer des Caraïbes. La principale espèce observée par ces activités, c'est la baleine à bosse. Et ensuite le cachalot, le dauphin tacheté pantropical et le grand dauphin. Et comme bien pour beaucoup de choses qui concernent les mammifères marins dans la région, il y a assez peu d'informations disponibles sur cette activité et sur son impact sur les espèces dans la région. Pour soutenir le développement d'un whale watching durable, le protocole SPO a rédigé et adopté en 2012 des lignes directrices de bonnes pratiques pour l'activité. Des initiatives aussi pour réglementer le whale watching ont été mises en place dans plusieurs zones, y compris le sanctuaire des mammifères marins de la République dominicaine, qui a été le premier à mettre en place des lignes directrices pour le whale watching, et qui ont été suivis par le sanctuaire AGOA, donc le sanctuaire AGOA qui regroupe toutes les ZE françaises de la Caraïbe. Cependant, à l'heure actuelle, moins de la moitié des pays signataires du protocole SPO ont élaboré une réglementation ou des lignes directrices volontaires pour cette activité. Dans les lignes directrices qui ont été adoptées dans la région, les principales recommandations que l'on retrouve sont les suivantes. Interdire la nage à proximité des mammifères marins, limiter le nombre de navires qui participent aux activités d'observation, réduire la vitesse des embarcations, limiter la distance d'approche, approcher les animaux en parallèle ou par les 3/4 arrière, et surtout ne pas changer de direction subitement. Alors, le whale watching, en conclusion, si l'activité est bien régulée, a un impact positif à la fois sur les communautés locales et sur les populations de cétacés. Mais malheureusement, il est encore assez peu réglementé dans la région, essentiellement à cause d'un manque de ressources ou de sensibilisation à ces impacts. Alors pour remédier à ça, le protocole, enfin les experts espèces du protocole SPO ont rédigé en 2015 une boîte à outils pour soutenir les pays et territoires dans la mise en œuvre d'une réglementation sur le whale watching. Et bien entendu, et bien comme pour beaucoup de choses, il faut mettre en œuvre plus d'études dans la région sur l'impact de cette activité sur les populations de mammifères marins. Voyons maintenant les activités qui impliquent la captivité de mammifères marins. La captivité inclut les activités pour lesquelles on maintient des animaux dans des bassins et des enclos marins pour être exposés au public et éventuellement pour des programmes interactifs où les gens touchent, donnent à manger et nagent avec les mammifères marins. On a plusieurs espèces de mammifères marins qui sont maintenus en captivité dans la grande région Caraïbe et le plus fréquemment il s'agit de grands dauphins. En 2020, dans la Caraïbe insulaire, il y avait 54 installations dans lesquelles des mammifères marins sont gardés en captivité, ce qui n'inclut pas donc les installations présentes sur le territoire américain. Et donc toujours dans la Caraïbe insulaire, on a au moins 565 individus qui sont maintenus en captivité. Donc ça, c'est selon les données compilées par Cetabase. Vous avez sur cette carte les pays dans lesquels existent des installations dans lesquelles des mammifères marins sont maintenus captifs. Donc ça comprend les États-Unis et ses territoires, comme Porto Rico et les îles Vierges américaines, le Mexique, le Honduras, la Colombie, les territoires français et la République dominicaine. Alors, l'impact de la captivité sur les mammifères marins est forcément potentiellement important, notamment à cause des méthodes de capture qui
qui sont particulièrement envahissantes dans le milieu naturel pour les individus, qui sont aussi stressantes, potentiellement fatales. On a fréquemment des cas de mortalité. Ces prélèvements viennent fragmenter les populations, diminuer leur abondance, etc. Mais malheureusement, comme on a assez peu de données sur l'abondance des populations et aussi sur le niveau de prélèvement ou les exportations, eh bien, connaître l'impact réel sur les populations n'est pas possible à l'heure actuelle dans la Caraïbe. En termes de réglementation, il semble que certains pays de la Caraïbe ne disposent pas de réglementation, ni pour l'acquisition, ni pour les soins, ni pour le maintien de mammifères marins en captivité. Et aucun mécanisme de traçage n'est établi à l'échelle régionale pour suivre l'état des individus capturés et les échanges commerciaux d'animaux capturés. Sur l'ensemble des pays SPO, donc on a vu que plusieurs d'entre eux ont des installations dans lesquelles des mammifères marins sont maintenus en activité. Et à ce jour, un seul de ces pays a présenté une demande de dérogation au protocole pour la capture, l'exportation ou l'importation de mammifères marins pour les besoins de l'enseignement ou de la recherche. Ce pays étant les Pays-Bas. En conclusion, donc la captivité des mammifères marins dans la Caraïbe, c'est un enjeu important, puisqu'on a un nombre important d'installations. Et il y a régulièrement des propositions pour la mise en place de nouvelles structures. Malheureusement, l'élaboration, l'adoption et le suivi de la mise en application de réglementations ou de lignes directrices qui gouvernent l'acquisition, les soins et le maintien des mammifères marins en captivité doivent être améliorés, et ce, quel que soit le type d'installation concernée. Quelques mots maintenant sur les nuisances sonores. Les principales sources de nuisances sonores dans la mer des Caraïbes, c'est tout d'abord le trafic maritime, qui, comme on l'a vu précédemment, est très important dans la région, notamment, et donc il va produire des nuisances sonores en particulier, qui se concentrent en particulier dans les principaux couloirs de navigation. On a ensuite les prospections géophysiques sismiques pour la recherche de pétrole ou de gaz naturel, mais aussi les études scientifiques. Donc ces études utilisent des sons, émettent dans le milieu des sons à basse fréquence qui sont très puissants et donc qui forcément vont être une source de nuisance importante pour toute la faune présente. Ensuite, on a les exercices d'entraînement militaire, là aussi, qui émettent des sources sonores très puissantes. Et puis, le dragage et la construction côtière. Les mammifères marins, comme on le sait, et en particulier les cétacés, sont extrêmement sensibles au son, puisqu'ils utilisent des ondes sonores pour communiquer entre eux, pour se déplacer, se repérer dans l'espace, chasser, etc. Donc lorsque ces ondes sonores sont masquées par d'autres bruits, cela va avoir un impact sur les animaux. Cet impact, ça peut être juste des modifications de comportement, mais ça peut être aussi du stress. Tout ça, ça peut engendrer une baisse de l'état de santé des animaux. Ça peut aussi causer, dans les cas extrêmes, des échouages de groupes sociaux, comme ça a été constaté à plusieurs reprises dans différents endroits du monde. Et lorsque aussi la source sonore est particulièrement proche des animaux, on peut aller jusqu'à une perte d'audition. Alors, il existe dans la Caraïbe des exemples d'échouage ou de réponse comportementale de la part de cétacés suite à l'émission de bruit d'origine anthropique. Les exemples les plus marquants, c'est les échouages de zifidés aux Bahamas suite à l'utilisation de sonars actifs de moyenne fréquence. Une autre source d'inquiétude majeure, c'est les prospections sismiques qui sont nombreuses et qui se poursuivent dans toute la région. Les dernières en date, par exemple, c'est celles qui ont eu lieu en 2014 à Bonaire ou aux Bahamas en 2020. Alors, les sources de nuisances sonores sous-marines dans la Caraïbe liées aux activités humaines ne sont pas suivies et leurs impacts à court terme
et à long terme sur les populations de mammifères marins ne sont pas évalués. Alors, il y a quand même quelques initiatives, par exemple par rapport au trafic maritime, il y a eu un projet pour cartographier le chevauchement entre la distribution des mammifères marins et le trafic maritime, c'est le projet LifeWeb, mais il n'y a eu encore aucune initiative pour limiter l'impact des nuisances sonores liées aux navires sur les mammifères marins. En ce qui concerne les activités pétrolières, en particulier les activités d'exploration sismique, plusieurs pays et compagnies ont adopté des mesures d'atténuation volontaire telles que le démarrage progressif ou alors l'utilisation d'observateurs de mammifères marins expérimentés sur les navires de prospection. Alors pour conclure, les nuisances sonores ont un impact potentiellement important sur les mammifères marins, en particulier dans la région où les sources de bruit sont nombreuses et denses. Malheureusement, il n'y a pas de suivi, donc il serait nécessaire d'instaurer un suivi des principales nuisances sonores, en particulier les prospections sismiques et le trafic maritime. Et puis d'améliorer aussi les informations relatives à leur impact sur les populations de cétacés. Et enfin, il y a un besoin urgent de disposer de lignes directrices régionales afin de minimiser les effets sur les mammifères marins des prospections sismiques. Nous allons parler maintenant des collisions des mammifères marins avec les navires. Au niveau mondial, des collisions avec des navires motorisés ont été signalées pour une cinquantaine d'espèces de cétacés et 2 espèces de siréniens. Et ce phénomène est désormais considéré comme une cause majeure de mortalité pour beaucoup d'espèces. Dans la mer des Caraïbes, qui est semi-fermée, le trafic maritime est classé parmi les plus intenses du monde. Vous avez une carte sur la droite qui représente le réseau de navigation dans la région. Alors, cependant, il y a depuis 1961, donc depuis qu'existe la base de données de la CBI sur les collisions, il y a seulement 10 signalements de collisions entre des mammifères marins et des navires qui ont été recensés dans la région. C'est un chiffre qui est très certainement sous-estimé, étant donné l'abondance du trafic, la forte densité de trafic maritime dans la Caraïbe. On sait, il y a d'autres chiffres qui montrent que les collisions avec les navires sont une menace sur certaines petites populations très locales, comme les Lamantins au Brésil ou dans le sud-est des États-Unis, en Floride. Des blessures dues aux collisions ont également été observées dans la région sur des petits cétacés. Pour réduire ces collisions, il y a quelques initiatives qui sont menées dans la région, donc dans le sanctuaire Agoa, qui couvre l'ensemble des eaux françaises de la Caraïbe. L'équipe travaille actuellement au déploiement de REPSET, qui est un outil qui permet aux navires d'éviter les collisions avec les grands mammifères marins. Et puis en Floride, pour limiter les collisions avec les lamantins, des zones à vitesse réduite ont été établies. Donc en conclusion, on a un important trafic maritime dans la grande région Caraïbe. Les données sont lacunaires sur la distribution des espèces. Les collisions ne sont pas signalées ou très rarement. Donc il est difficile d'évaluer si les collisions avec les navires sont vraiment un problème régional, au-delà de données locales et spécifiques à quelques populations particulières. Et de ce fait, il y a peu de mesures d'atténuation qui sont mises en œuvre à ce jour. Et pour finir, nous allons voir très rapidement les impacts du changement climatique sur les populations de mammifères marins. On connaît bien aujourd'hui l'impact que va avoir le changement
changements climatiques sur le milieu marin, donc l'augmentation de la température de l'eau, l'augmentation des vagues de chaleur, des précipitations, la diminution de la surface de la banquise, l'augmentation du niveau de la mer, etc. Et tout ça va venir exacerber les menaces qui existent déjà, qui pèsent déjà sur les espèces à cause de la perte d'habitat, des maladies, de la pollution et des interactions avec les activités humaines. Dans la grande région Caraïbe, les principaux impacts du changement climatique qui ont été prédits sont les suivants. Donc on va avoir une augmentation de température de l'air et de la surface de la mer, une augmentation du niveau de la mer et bien sûr l'acidification des océans qui va avoir un impact important sur les récifs coralliens et donc sur toute la communauté faunistique et floristique qui est liée et au final sur les mammifères marins, puisqu'il s'agit de leur proie. Ensuite, une augmentation de la fréquence et de l'intensité des tempêtes et des ouragans. Et puis, une augmentation globale de l'imprévisibilité météorologique. Donc, comme on l'a dit, hein, les menaces et les conséquences du changement climatique dans la Caraïbe s'annoncent significatives. Hein. Quelques exemples, donc on va avoir une augmentation de stress thermique, des proliférations d'algues toxiques qui seront plus fréquentes, une perte d'habitat, notamment avec la dégradation des écosystèmes littoraux, et notamment les récifs coralliens. Et avec cette perte d'habitat, une diminution des espèces qui sont prédatées par les mammifères marins. Donc parmi les espèces qui vont être potentiellement les plus affectées, il y a les petits cétacés tropicaux côtiers et le lamantin des Caraïbes, mais aussi les espèces qui effectuent des grandes migrations entre les hautes latitudes et les tropiques, hein, comme la baleine à bosse. Donc, en conclusion, si de nombreux pays dans la grande région Caraïbe essaient de réduire leur empreinte carbone et se sont engagés à respecter des objectifs d'émissions réduites de gaz à effet de serre, en général, les stratégies de planification ne prennent pas en compte la protection des mammifères marins. Il y a en outre un manque de jeu de données sur le long terme sur les mammifères marins dans la région pour soutenir et contribuer aux recherches qui sont faites sur les impacts du changement climatique pour proposer des mesures d'atténuation et d'adaptation. Voilà, donc il est nécessaire de développer la recherche dans ce sens si on veut pouvoir mieux faire face aux changements qui nous attendent. Après les menaces, nous allons maintenant parler de la conservation des mammifères marins dans la grande région Caraïbe. Alors, ce chapitre se compose en trois parties. Nous allons parler d'abord du protocole SPO, ensuite des réglementations nationales et enfin de programmes de recherche qui sont mis en œuvre à l'échelle régionale. Alors, le protocole SPO. Le protocole SPO, donc, qui est un des 3 protocoles de la Convention de Carthagène. Cette convention a été ratifiée par 26 pays de la Caraïbe et a pour objet la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la grande région Caraïbe. Donc elle est soutenue par 3 accords qu'on appelle encore des protocoles. Il y en a un sur le déversement d'hydrocarbures, un autre sur les sources terrestres de pollution marine et le dernier donc, est lié à la protection des zones et de la vie sauvage spécialement protégées. Donc ça c'est le protocole SPO. Chaque protocole est soutenu par 1 ou 2 centres d'activité régionaux, qu'on appelle encore les CAR, et qui aident les pays contractants à respecter les engagements pris dans le cadre des protocoles. Le protocole SPO donc, est consacré à la conservation de la biodiversité dans la Caraïbe. Il est actuellement ratifié par 18 pays de la Caraïbe et du Golfe du Mexique. Des États-Unis au nord et jusqu'à la Guyane française au sud. Selon les termes du protocole, les parties contractantes doivent
conformément à leur propre législation, bien entendu, prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger, conserver et gérer durablement les zones et les espèces animales ou végétales menacées qui sont énumérées dans les annexes du protocole. Donc plus de 300 espèces sont protégées par SPO, parmi lesquelles tous les cétacés et les siréniens. Donc l'ensemble des espèces de cétacés et de siréniens observées dans la grande région Caraïbe sont entièrement protégées selon le protocole SPO. Toutes ces espèces sont listées dans l'annexe 2 du SPO. Donc les parties signataires du protocole doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour interdire la capture, la possession, la destruction, le commerce et le dérangement de ces espèces, de toute partie de leur corps ou des produits dérivés de leur corps. Un autre outil du protocole SPO, c'est le plan d'action pour les mammifères marins, qui a été révisé en 2023 et validé par la COP en 2023. Ce plan d'action s'organise selon 8 menaces: la pêche et les captures accidentelles, la chasse et la captivité, la dégradation des habitats, la pollution et la santé des mammifères marins, le whale watching et les activités associées, la nuisance sonore, les collisions avec le navire et le changement climatique. Et pour chacune de ces menaces sont présentées les actions, donc soit évaluation, soit atténuation, soit renforcement des capacités, que les gouvernements et organisations de la région devraient mettre en œuvre pour améliorer la conservation des mammifères marins sur une période de 5 ans. Enfin, pour chaque menace, le plan d'action présente les ressources et l'expertise qui sont disponibles dans la région des Caraïbes et au-delà pour mettre en œuvre les actions proposées. Alors nous allons voir maintenant les réglementations qui ont été mises en œuvre dans les pays SPO à l'échelle nationale, donc, pour la conservation des mammifères marins. Alors cette première carte présente les pays SPO où la législation nationale interdit la chasse aux mammifères marins. Alors au niveau de la zone terrestre, donc en marron foncé, vous avez les pays qui ont ratifié le protocole et en marron clair, les pays qui ne l'ont pas ratifié. Au niveau des ZE, en bleu, vous avez les pays qui interdisent la chasse aux mammifers marins. En rose, les pays SPO qui ne l'interdisent pas. Et en gris, les pays SPO qui n'ont pas répondu à la question. Et enfin en blanc, on a les pays qui n'ont pas signé le protocole SPO et donc qui n'étaient pas inclus dans l'étude. Donc on peut voir que l'ensemble, la quasi-totalité des pays SPO interdisent la chasse aux mammifères marins. Ensuite, ici en bleu, vous avez les pays signataires du protocole SPO où la législation nationale interdit la capture, cette fois des mammifères marins. Ici, en bleu, donc les pays signataires du protocole SPO où la législation nationale interdit la vente de produits dérivés des mammifères marins. Et ici, les circonstances où l'importation et l'exportation de mammifères marins sont permises dans les pays signataires du protocole SPO. Donc en bleu, vous avez les pays dans lesquels l'importation et l'exportation sont autorisées à des fins de recherche, d'éducation, de conservation et de captivité. En vert, à des fins de recherche, d'éducation et de conservation seulement. En marron foncé à des fins de recherche et d'éducation. En orange à des fins de conservation seulement. En jaune à des fins de captivité. Et en gris, les pays pour lesquels il n'y a pas de réglementation spécifique pour l'importation et l'exportation. Enfin ici, sur cette carte, vous avez en bleu les pays SPO qui disposent d'aires marines protégées avec des plans de gestion qui prennent en compte les mammifères marins, donc dans lequel on a des actions spécifiques aux mammifères marins.
Alors ce dernier chapitre porte sur des exemples de programmes de recherche dédiés aux mammifères marins qui ont été lancés dans la grande région Caraïbe. Alors comme on l'a vu tout au long de cette présentation, les informations disponibles sur la distribution, l'abondance et l'écologie des mammifères marins dans la grande région Caraïbe sont très lacunaires. Il y a par conséquent un manque grave d'évaluation des populations, du statut en fait, de conservation des populations et de l'impact par conséquent des activités humaines sur ces populations. Voilà, mais il y a quand même un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en œuvre ou qui sont en cours encore à l'heure actuelle, à l'échelle régionale et à l'échelle locale. Donc, nous allons en voir quelques-unes dans les diapositives suivantes. Alors, voilà ici quelques initiatives, quelques exemples d'initiatives locales récentes. En 2021, le Sanctuaire Agua a réalisé une campagne Amber dans la ZE, dans l'ensemble des ZEE des Antilles françaises pour travailler sur la distribution et la densité de présence des différentes espèces de cétacés dans les ZEE des Antilles françaises. En Haïti, une ONG qui s'appelle Hope pour Haïti Ocean Project travaille depuis plusieurs années et sur le long terme à améliorer les connaissances sur la communauté de mammifères marins via la mise en place d'un réseau d'observateurs parmi les communautés de pêcheurs. Depuis 2022, la Caribbean Cetacean Society réalise des prospections par bateau pour étudier la distribution et les déplacements des globicéphales entre le sanctuaire Agua et Sainte-Lucie. Au Belize, on a un programme de conservation à long terme du Lamentin qui est mené par le Clearwater Marine Aquarium Research Institute. Ce programme est basé sur la mise en place de balises sur les animaux, des suivis, des prospections par drone, des études de la qualité de l'eau et des habitats. Depuis 2022, en Floride, la Florida International University et la division pêche de Saint-Vincent et des Grenadines collaborent dans le suivi systématique des captures de petits cétacés et fait des prélèvements biologiques sur ces animaux dans le village de Barway, à Saint-Vincent et les Grenadines donc. Au niveau des réseaux de suivi des échouages, de tels réseaux ont été mis en place dans au moins la moitié des pays de la Caraïbe pour suivre les échouages de mammifères marins, rassembler les données sur les causes de mortalité et prélever des échantillons biologiques afin d'améliorer les connaissances sur les espèces. Un premier exemple là de projet régional, c'est le projet CARIMAM. Ce projet a été mené entre 2018 et 2022. C'est un projet de coopération qui a été cofinancé par les fonds Interreg européens et qui a été piloté par le Sanctuaire Agua et le CARSPO. Son objectif était de renforcer la conservation des mammifères marins dans la région Grande Caraïbe à travers une coopération accrue des pays et territoires de la région. Voici quelques résultats du projet. Donc on a eu le développement d'un réseau qui compte maintenant plus de 200 personnes qui travaillent sur les mammifères marins dans la région et qui est encore très actif, notamment sur WhatsApp. C'est pendant ce projet qu'a été mené un premier travail d'évaluation du plan d'action 2008 du SPO sur les mammifères marins, ce qui a permis ensuite donc, de rédiger la version révisée qui a été validée en 2023 par la COP SPO. Pendant ce projet aussi, il y a eu un certain nombre d'actions de renforcement des connaissances, notamment via une campagne en mer par bateau et la mise en place d'un réseau d'hydrophones que vous avez sur la carte à droite, donc avec les points rouges qui représentent les endroits où ont été placés les hydrophones de ce réseau durant le projet. Alors il faut savoir que ce réseau, depuis la fin du projet, a été maintenu dans certains endroits. Alors certains hydrophones donc, sont restés, d'autres ont été changés d'endroit, mais en tout cas voilà, le réseau perdure.
Donc ce qui va donner lieu à des informations très intéressantes sur le long terme. Ensuite, il y a eu des actions de renforcement de capacité pendant le projet Carimam, notamment des formations sur la collecte de données sur le terrain. Et puis des MOOC aussi qui sont toujours disponibles sur le site du projet et qui ont pour objectif de renforcer les capacités des partenaires sur différents volets, donc comme l'analyse de données, l'évaluation de certains impacts d'origine anthropique ou encore la recherche de financement. Et puis ensuite, il y a eu la création d'un certain nombre d'outils de sensibilisation et de communication, dont des fiches espèces, des illustrations 3D, des outils pédagogiques. Et tout ça, bien sûr, est disponible sur le site internet, sur la page web dédiée au projet du site internet du CARSPO. Donc vous avez l'adresse en bas. Alors, un autre exemple de projet régional, donc là c'est le projet CAMAC, qui a pris la suite après Carimam. Donc ça c'est un projet qui va être mis en œuvre entre 2023 et 2027. Il est là encore cofinancé par les fonds Interreg européens. Il a été donc construit à partir des résultats du projet Carimam, mais aussi des recommandations des pays SPO. Il est là encore piloté par le Sanctuaire Agua et le CARSPO. Et là, l'objectif, c'est de renforcer les connaissances, les capacités régionales et la collaboration afin de fournir des préconisations pratiques et des outils pour réduire les impacts négatifs causés par les interactions entre les activités humaines et la mégafaune marine en région Caraïbes. Donc là, c'est pas seulement les mammifères marins qui sont concernés, mais toute la mégafaune, donc mammifères marins, oiseaux marins, tortues marines, requins et raies. Ce projet CAMAC a pour zone d'action principale les petites Antilles, mais aussi République dominicaine, la Jamaïque et puis les Guyanes. Il s'organise en 4 axes de travail. Le premier qui porte sur les interactions entre les pêches et la mégafaune marine. Le deuxième a pour objectif de renforcer les réseaux échouages mammifères marins et tortues marines. Le troisième porte sur l'éducation à l'environnement, la sensibilisation. Et le quatrième sur le renforcement des connaissances sur la distribution et l'abondance des espèces. Ici, vous avez une petite synthèse sur le projet LifeWeb qui a été mis en œuvre entre 2010 et 2014 et qui avait pour objectif d'aider les pays à développer et à appliquer des approches écosystémiques transsectorielles à la gestion des menaces anthropogéniques aux mammifères marins. Donc c'est une initiative qui a été financée par le gouvernement espagnol dans le cadre d'un partenariat entre l'UNEP et l'Espagne. Et les résultats comprennent la cartographie des habitats critiques des principales espèces de mammifères marins observées dans la Caraïbe et de leur voie migratoire et des activités humaines afin d'évaluer le chevauchement entre les deux. Un autre programme de recherche régionale, donc là c'est le SWOP, pour Caribbean Wide Orca Project. Alors ça c'est un programme de sciences participatives qui a pour objectif de collecter et d'analyser les données opportunistes sur les grands delphinidés pour améliorer les connaissances sur la présence et la distribution des espèces dans la région. Donc jusqu'à présent, le projet s'est focalisé sur l'orque, ensuite sur la baleine de mink, la fossorque, et puis voilà, d'autres espèces vont venir s'ajouter dans les années à venir, en fonction des opportunités. Enfin, il y a un certain nombre de plateformes qui centralisent les données et qui sont utilisées par les acteurs de la région pour partager leurs données sur
Alors sur les baleines à bosse, hein, mais pas que, hein, aussi sur l'ensemble des espèces. Et ensuite à terme, pouvoir faire des analyses à l'échelle régionale sur la distribution et la densité de ces espèces. Voilà, donc quelques exemples ici. Il y a Flugbook, Obs-en-Mer ou observation.org. Et pour finir, voici toutes les références que nous avons utilisées pour faire cette présentation. N'hésitez pas à aller les consulter pour avoir des informations plus détaillées sur la communauté de cétacés observée dans la région et les impacts et les menaces qui pèsent sur elle. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les contacts sur cette diapositive. Merci.